il y a bien longtemps de ça, la famille Ronnie DeFeo avait quitté sa maison pendant la nuit. Les DeFeo étaient une famille dont Ronnie DeFeo avait tué toute sa famille durant la nuit. Ayant quitté la maison, espérant pouvoir survivre, Ronnie DeFeo s'en est pris à sa femme, ses enfants, ses parents, à toutes les personnes, à tous ses proches qui l'entouraient, ayant dit qu'il entendait des voix et qu'une force surnaturelle l'avait poussé à commettre ces actes. Il se souvient encore, derrière les barreaux, il se souvient encore, et il s'est souvenu de cette tragédie. Il s'en souvient encore, il s'en est souvenu sur la chaise électrique. Il se souvenait du bruit du chargeur lorsqu'il entrait dans les couloirs, du grincement de la porte lorsqu'il entrait dans les chambres. Aujourd'hui, Ronnie DeFeo n'est plus que cendre et poussière, ayant disparu de la surface de la terre, ayant laissé des traces horribles derrière lui, une tragédie et des meurtres. Ayant laissé tout ça derrière lui, aujourd'hui Ronnie DeFeo a disparu de la surface de la terre. Ne sachant pas si cette maison est réellement ce qu'elle est, un homme, quelques années plus tard, sans identité, sans famille, sans réelle existence, acheta la maison à son tour. Ayant acheté la maison à son tour, il vit une maison blanche avec 3 colonnes, une entrée avec une grande porte, 2 fenêtres qui jonchaient les murs de la grande façade, une cheminée, des murs blancs qui avaient été abandonnés par le temps, grisâtres, sur laquelle la peinture pouvait être en train de s'enlever. La peinture qui pouvait être en train de s'enlever, qui était en train de s'enlever. Tout autour de cette maison, la faune, la flore était en train de mourir, de faner. La faune et la flore étaient en train de mourir et de faner. Il essaya alors d'ouvrir les 2 portes de la maison, sans succès. Il réessaya un jour de pluie, tentant de faire couler l'eau à travers les fissures de la porte, ce qui pourrait faire un contrepoids et ouvrir la porte. Il essaya alors d'ouvrir les portes, il réussit un jour de pluie, où le tonnerre frappèrent, où la pluie tombèrent, où par terre on vit les gouttes d'eau remplir des flaques d'eau et faire augmenter le courant de ce que l'on pouvait appeler une rivière. Ce que l'on pouvait appeler une rivière qui passait par-delà les limites de la maison. La pluie en faisait augmenter le courant d'eau. Il ouvrit alors la porte. Ils regardèrent la pluie une dernière fois derrière lui qui coulait dans son dos. Il sentit alors un léger froid, un vent froid dans son dos, parcourir sa colonne vertébrale et arriver jusqu'au bas de son dos. Il ouvrit la porte et soudainement, à l'intérieur, une entrée majestueuse, 2 fenêtres par laquelle on pouvait voir l'obscurité. Il vit aussi un escalier en colimaçon, un deuxième qui passait à travers un autre qui passait à travers le deuxième. Il vit 3 escaliers, 2 escaliers qui s'entrecroisaient et un en colimaçon qui n'avait pas nécessairement d'utilité. Il menait nulle part. À une porte en haut, ce pouvait s'avérer être une chambre. C'est alors qu'ils montèrent l'escalier qui s'entrecroisèrent. Ils passèrent par le deuxième et découvrit alors une chambre, mais au travers des murs de cette fenêtre, de cette maison, au travers des fenêtres, des murs et des chambres, il y avait plein de pancartes missing, disparues, de jeunes enfants, de jeunes filles, de jeunes adultes, des familles qui avaient été déchirées, assassinées, qui avaient été tuées ou qui avaient tout simplement disparu, des gens sans identité qui avaient disparu avec le temps. Ces personnes étaient affichées au mur de la maison, sur les fenêtres,
Aux fenêtres, à l'intérieur des murs, dans les chambres, il y avait plein de pancartes « Missing », disparu. Il y avait des noms différents pour chaque personne, sans identité, sans récompense au cas où on les retrouverait. C'est alors qu'un soir, il se lança le défi d'essayer de retrouver chaque personne. Il trouva une chambre avec des boîtes tout aussi simples les unes que les autres. Il y avait des dessins dessus, tous différents. Ils trouvèrent alors ces boîtes, mais ils ne savaient pas que chaque boîte renfermait un secret, une identité. Chaque boîte renfermait une identité, un secret, une quelconque personne qui a pu être tuée dans cette maison. Il ouvrit alors une boîte, il s'asseya par terre, il prit toutes les boîtes. Il les déposa et les disposa à côté de lui. Il les ouvrit les unes après les autres. Chaque âme était libérée, mais chaque âme avait des intentions mauvaises. Chaque âme avait de mauvaises intentions. L'intention de se venger du sort funeste qui leur a été donné, de la mort qu'ils ont vécue. Cette mort violente, absurde, cette mort qu'ils ont vécue, qui n'a duré qu'un quart de seconde. Le temps de tirer sur la gâchette, d'appuyer sur la gâchette et de recharger le fusil. Cette mort qui n'a duré qu'un instant, un quart de seconde. Le temps que le sang soit versé, le temps que l'impact troue la personne, le temps que la personne soit trouée, que par l'impact son âme se libère, le temps que l'impact fasse un trou à l'intérieur du cœur, du sternum de la personne, le temps que toutes ces personnes rendent l'âme et que leur âme traverse le trou et l'impact de la balle par laquelle elle était passée, le temps que leur âme se libère. Ils libérèrent chaque âme les unes après les autres. Les unes après les autres, ils les libérèrent. C'est alors que le soir, ils partirent de la maison avec sa voiture. Sur le bord de la route, il vit une femme en robe de chambre, avec un impact de balle sur la poitrine, du sang qui coulait le long de son bras. La tête penchée, des cheveux noirs, raides et lisses. On ne pouvait pas apercevoir son visage à cause de l'obscurité. Le temps qu'ils regardèrent cette femme et qu'ils regardèrent la route, en roulant, le temps qu'ils la quittèrent des yeux, elle était à sa fenêtre. Il referma alors la fenêtre, ce n'était qu'un reflet, une illusion. Le temps qu'ils fermèrent la fenêtre, qu'ils re-regardèrent la route, et qu'ils regardèrent derrière, sur la banquette arrière, elle était assise. Le temps qu'ils revenèrent à la maison, elle était assise dans le salon. Assise dans le salon, sans un bruit, on entendait une respiration, forte et puissante, comme si ses deux poumons avaient été percés par un impact de balle. On pouvait entendre une respiration, comme si ses poumons venaient d'être percés par une balle, qu'elle était en train de saigner, que son âme s'échappait. Par-delà sa trachée, on pouvait sentir qu'elle avait du mal à respirer. On pouvait sentir son cœur battre. On pouvait la sentir, on pouvait sentir sa présence. Cette femme avait fait la route avec lui. S'était assise dans le fauteuil et l'avait attendu. Elle ne bougeait pas. Il s'était assis à côté d'elle, essayant de pouvoir obtenir des réponses. Ils la regardèrent, essayaient de regarder son visage. Et c'est alors que la jeune femme tournèrent sa tête et ne dit pas un mot. Elles tournèrent sa tête, ne dit alors pas un mot. Ils sentirent alors une douleur atroce traverser sa colonne vertébrale. Contre ses omoplates, il sentit quelque chose se graver. Le soir même, il se regarda face à un miroir. Il tourna le dos face au miroir. Et c'est alors qu'il vit un nom gravé dans son dos, pensant que c'était le nom de cette jeune femme. Le soir même, il prit une planche de Ouija et essaya de la rappeler. Il écriva alors son nom. Amanda. Il écriva alors son nom, Amanda, sur la planche. Il essaya de l'appeler. Et c'est alors qu'il l'invoqua. En tant qu'ami sincère, je me regroupe dans le cimetière. Amanda, je t'invoque. Réponds-moi si tu es là. C'est alors qu'il invoqua Amanda avec une planche de Ouija dans un cimetière, ayant enfreint l'une des règles, être seul, ne pas jouer dans un cimetière,
ne pas jouer seul. Ayant enfreint 2 règles, Amanda se manifesta. Sous une apparence d'un démon, elle se manifesta. Ayant joué seul dans un cimetière à la planche de Ougia, il écriva alors son nom, communiqua avec elle pendant quelques instants. « Que veux-tu » Elle écriva alors une vengeance. « D'où viens-tu » De la maison dans laquelle tu habites. Dans quelle chambre as-tu été assassiné? De quelle chambre viens-tu? De la tienne. Il communiqua, et c'est alors qu'il referma la planche en disant au revoir. Et il tourna la planche, tourna le pointeur, et dit: en tant qu'ami sincère, je me retire du cimetière. Amanda, je te dis au revoir. Merci d'avoir communiqué. Amanda referma la planche. C'est alors que la planche se fissura en deux, créa une fissure qui fit toute la longueur de la planche de Ougia. Cette fissure qui créa toute la longueur de la planche de Ougia finit alors par brûler. Le long de la fissure, on pouvait apercevoir une flamme se former. C'est alors qu'ils retournèrent à la maison dans laquelle il avait trouvé l'esprit d'Amanda. Il avait amené l'esprit d'Amanda. Ils retournèrent à la maison et vit son propre corps pendu à la surface de l'une des tours qui était à la surface de la maison. À la surface de la maison, l'une des tours y était l'une des plus grandes. Il vit alors son propre corps pendu par une corde, et c'est alors qu'il traversa la forêt et les sauts pleureurs. À travers les sentiers, ils trouvèrent des arbres sur lesquels ils étaient écrits « Help, aidez-nous, sortez-nous de là ». C'est alors qu'il défaiса l'écorce d'une souche d'arbre, sous laquelle il était écrit un message « Aidez-moi, sortez-moi de là, faites quelque chose ». C'est alors qu'il enleva la souche d'arbre. Sur tout le tronc d'arbre, il était écrit plusieurs noms, plusieurs messages. « Aidez-moi, faites quelque chose, libérez-nous, nous sommes innocents ». Plusieurs messages étaient inscrits. C'est alors qu'il enleva l'écorce de tous les arbres qui entouraient la propriété, toute la forêt. Ils communiquèrent avec plusieurs esprits et se rendit compte que les esprits n'étaient pas simplement des victimes, mais avaient été aussi victimes de coups montés, de forces surnaturelles qui s'en étaient pris à eux. Elles désirèrent une vengeance. Plus tard, dans une des boîtes, une boîte qui était à l'extérieur, qu'ils trouvèrent en dessous d'une souche d'arbre, ils la déterrèrent, cassèrent la souche d'arbre en deux avec une hache, et c'est alors qu'à travers le bois, il enleva la boîte, ouvrirent le couvercle. La boîte était remplie d'une poussière noire, brune et grise, et c'est alors que cette poussière noire, brune, grise, ils la versèrent par terre, et ils trouvèrent alors un squelette à l'intérieur. Ils trouvèrent un squelette, un bras, ensuite une main, et c'est après qu'ils trouvèrent une main qu'ils trouvèrent un crâne, puis une seconde boîte dans laquelle ils trouvèrent une jambe. Ils trouvèrent une jambe dans la seconde boîte, sous cette poussière brune, grise et noire. Ensuite, ils trouvèrent le bassin, qui avait été enfermé dans une seconde boîte sur laquelle il y avait un nom. Il y avait un nom qui était peu commun. Ce nom peu commun, Théo, Néo, était inscrit. Ce jeune enfant qui s'appelait Théo, ce jeune enfant qui s'appelait Néo, cette jeune fille qui s'appelait Nala, cette femme qui s'appelait Amanda, avaient tous été assassinés à bout portant dans la même chambre. Ils avaient tous été regroupés dans la même chambre et avaient été assassinés les uns après les autres par quelqu'un qui avait sûrement entendu des voix le poussant à tuer sa propre famille. Cette personne avait réellement disparu de la surface de la terre. Ils trouvèrent ensuite, un peu plus tard, un pot juste devant l'entrée, sur lequel il y avait un message gravé. On m'a poussé à le faire. On m'a dit de le faire. Je suis innocent. Ils trouvèrent alors plusieurs messages de ce genre dans la maison. Je suis innocent. On m'a poussé à le faire. Elle m'a dit de le faire. On m'a dit de les tuer. C'est alors qu'ils trouvèrent plusieurs messages. Le soir même, ils s'endormirent dans son lit, et une force surnaturelle lui grimpa sur la poitrine.
Il vit cette force surnaturelle lui grimper sur la poitrine. Il se réveilla en sursaut, et c'est en sursaut qu'il se réveilla, et c'est alors qu'il ferma les yeux. Il mit alors ses mains sur ses yeux, passa ses mains sur son visage, et c'est en ouvrant les yeux qu'il vit un homme juste devant lui, dans le noir. On ne pouvait apercevoir que sa silhouette, on ne pouvait pas apercevoir son visage, et il vit cet homme avec une carabine à plomb dans les mains. Il entendit le rechargement de la carabine à plomb, et il vit que la personne, l'homme, cet homme noir, qui tenait en main une carabine à plomb, cette obscurité, cette ombre, cette silhouette dans le noir, cet homme dans l'obscurité qui tenait cette carabine à plomb avait bel et bien le doigt sur la gâchette, tentait bel et bien d'essayer de le tuer. Il sortit alors, il prit la voiture et ils partirent dans la forêt. Ils traversèrent un sentier et ils arrivèrent. Un peu plus tard, à l'intérieur du sentier, ils arrivèrent dans la forêt, où ils trouvèrent une tombe avec un deuxième nom d'enfant sur lequel il était écrit un nom qui était indescriptible. Les lettres étaient illisibles. La tombe était à moitié détruite, entourée de ronces, entourée de lierre et d'orties. La tombe était détruite, profanée. Elle avait été creusée sur laquelle le cercueil avait été sorti. À côté, il y avait un vélo, un vélo de jeune enfant, qui avait été avec les années, qui avait été pris et consumé par les troncs des arbres. Il était enfoncé dans les arbres et pris et consumé par la nature qui avait pris de l'ampleur et repris son territoire. La nature qui avait repris son territoire autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison. Cet homme essayant pertinemment de trouver toutes les victimes qui avaient été emprisonnées à l'intérieur des parois et des murs blancs qui étaient gris à longueur de journée, à longueur de vie, les vies qui étaient à l'intérieur de cette maison. À longueur de vivre dans cette maison, les murs devenaient de plus en plus gris, de plus en plus noirs. La pourriture infestait les murs blancs qui devenaient gris par laquelle on pouvait voir que la peinture s'en allait. À longueur de vie, à longueur de journée, à la longueur de passer ses années ici, à la longueur de passer sa vie dans cette maison, la maison était infestée de pourriture, était infestée d'âmes sensibles qui n'avaient qu'une seule envie, se venger. Ces âmes sensibles qui étaient infestées et qui étaient emprisonnées à l'intérieur de cette maison, à l'intérieur des parois des murs de cette maison. Infestées d'âmes sensibles, cette maison renfermait des secrets auxquels on ne pouvait avoir accès, notamment une des chambres dans lesquelles toute la famille avait été assassinée. Néo, Nala, Amanda, le père, la mère, la sœur, le frère, toute cette famille qui avait quitté leur maison durant la nuit mais qui avait été ramenée à l'intérieur par une force surnaturelle. Ayant quitté leur maison durant la nuit après avoir entendu des coups de feu, le premier enfant avait été tué dans le salon. On pouvait remarquer qu'en dessous du tapis, il y avait une flaque de sang, une trace de sang rouge qui avait été laissée sur le parquet blanc qui avait été marqué par cette flaque de sang le soir du meurtre. On pouvait remarquer qu'il y avait un tapis qui avait été mis par-dessus pour cacher les preuves. Ce jeune enfant qui avait été tué, avec sa propre famille, qui avait été ramené à l'intérieur de la maison, dans une des chambres, la chambre qu'on pouvait appeler la chambre du mal. Cette chambre qui avait été appelée la chambre du mal par le propre propriétaire de cette maison. Le propre propriétaire de cette maison, qui avait remarqué que le soir même où il était entré dans la chambre du mal, cette chambre où toute la famille avait été assassinée, ils rentrèrent le soir dans cette chambre et remarquèrent que toute la famille avait été assassinée là. Il vit plusieurs traces de sang, dont une au mur sur lequel on pouvait voir que le sang avait coulé, qu'il y avait un impact de balle au mur, plusieurs impacts, sur le mur droit, sur le mur gauche, 3 impacts de balles derrière le lit. En dessous du lit, on pouvait voir que le matelas était déchiré, qu'il y avait un squelette qui était caché à l'intérieur. Les ressorts y cachaient des cendres et y cachaient des impacts de balles. Les ressorts du lit y cachaient des impacts de balles et une arme qui était déchargée, mais qui était l'ancienne arme du crime. On pouvait voir qu'à l'intérieur de cette maison, plein de secrets y étaient dissimulés. Seulement les réponses n'y étaient pas dissimulées. On ne pouvait pas y avoir accès. On ne pouvait avoir accès qu'à ce qui s'était passé dans cette maison. Le soir même où cet homme est mort, la télé s'était allumée et chaque victime était apparue à l'intérieur de la télé. Derrière du grabuge, on entendait des voix qui disaient d'être libérées. On pouvait entendre des voix qui voulaient être libérées, et on pouvait voir chaque victime apparaître à travers la télévision, disant d'être libérée.
se disant d'être libérés d'un crime subliminal, un crime passionnel, se disant d'être libérés d'un crime subliminal, un crime poussé au suicide, ce crime subliminal, ce crime passionnel qui avait été poussé par une force surnaturelle, ce crime subliminal, cette force surnaturelle qui avait poussé un père et une mère à se retourner contre ses enfants, un père à tuer sa propre famille, un père, une mère, un frère et une sœur, qui s'étaient tous retournés les uns contre les autres. La maison avait eu raison d'eux, mais ces âmes déformées, qui avaient été déformées par le temps, étaient emprisonnées à l'intérieur de la télévision. Ce soir-là, dans le salon, on vit une femme assise sur le fauteuil. Le lendemain soir, on vit un homme assis dans le canapé. Plus tard, on vit une femme assise sur le fauteuil, 2 enfants et un homme dans le canapé, une nouvelle fois. Une nouvelle fois, ce soir-là, on vit toute la famille assise dans le salon. Toute la famille était assise dans le salon, sur le fauteuil, dans le canapé, sur le sofa. Ils y étaient tous. Ils se regardèrent, le regard dans le vide. Ils se regardèrent les uns les autres. Le regard dans le vide, ils ne bougèrent pas. Lorsque je suis arrivé dans le salon, j'ai vu ces âmes en peine, ces âmes déformées, ces âmes emprisonnées, ces âmes qui étaient profanées et blasphémées, ces âmes en peine, difformes, ces âmes difformes, déformées, ces âmes en peine, qui avaient été blasphémées et profanées. Je les voyais, assises, seules, dans l'obscurité, dans le salon. C'est alors que soudainement la télé s'est mise à créer des parasites. J'ai vu la télé s'allumer, créant des parasites. L'écran était devenu blanc. Des parasites envahissaient l'écran de la télé. Et c'est alors que les âmes disparurent. Les âmes blasphémées, les âmes déformées, disparues les unes après les autres. La mère, puis le père, puis le frère, ainsi que la sœur. Et ils disparurent les uns après les autres. Et c'est alors que tous, je les vis disparaître les uns après les autres. C'est avant cela que je les ai regardés. Une respiration a suffi pour qu'ils tournent la tête vers moi. J'ai alors respiré, j'ai retenu ma respiration de peur et d'angoisse, et j'ai vu qu'ils se sont tous tournés vers moi. Un message s'est inscrit sur la télé. Des parasites sont apparus. C'est alors que les parasites sont restés et sont apparus sur l'écran. À travers l'écran, les parasites sont restés. Et j'ai vu chaque âme déformée et blasphémée, trahie par le temps, apparaître derrière l'écran, frapper contre la télé comme si elles étaient emprisonnées à l'intérieur. Frapper contre la télé comme si elles étaient emprisonnées à l'intérieur. Je voyais leurs mains frapper contre l'écran. Je voyais l'écran de la télévision se fissurer. Je voyais des impacts qui se formaient à travers l'écran. Je voyais la télé se fissurer, des impacts se former à gauche, à droite, en haut, dans le coin inférieur droit, dans le coin supérieur gauche. Je voyais des impacts se former. Les parasites, eux, y étaient toujours. Je voyais la télé remplie de parasites. Dans le coin inférieur droit, dans le coin supérieur gauche, je voyais l'écran se fissurer. Je voyais des impacts comme si quelqu'un à l'extérieur de cette télé avait frappé dessus avec un marteau. Sauf que ça se trouvait à l'intérieur. La personne qui frappait sur cette télé se trouvait à l'intérieur. Tous ceux qui frappaient sur cette télé se trouvaient à l'intérieur, mais je voyais les impacts se fissurer à l'extérieur. D'une telle force que je voyais cette télé se fissurer avec le temps. Elle devenait de plus en plus fragile. Je voyais les impacts fissurer l'écran, et je voyais des cris, des hurlements, jusqu'à ce que je voie apparaître du sang. À chaque fois que je voyais une main apparaître, frapper désespérément, glisser contre la paroi de la vitre de la télé, je voyais une main apparaître, frapper, je voyais un impact se former, je voyais du sang couler avec les mains qui glissaient contre l'écran de la télé. À l'extérieur, on avait l'impression de frapper contre l'écran de la télé. C'est alors que je suis monté ce soir-là, j'ai éteint la télé. Elle s'est réallumée à minuit 1. À minuit 1, elle s'est réallumée. Je n'y ai pas prêté attention. Je savais que c'était des âmes délibérément tuées à l'intérieur de cette maison qui frappèrent contre l'écran. Du sang apparaissait et des impacts se formèrent à l'extérieur, mais par le moins, on frappait à l'intérieur.
Pour le moindre des choses, je savais qu'on frappait à l'intérieur, que ces âmes étaient prisonniers de la télé, prisonniers des parasites qui se formèrent à 1 heure du matin. À l'intérieur de cette télé, chaque âme difforme, blasphémée et profanée, qui avait été tuée dans cette maison, dans chacune des chambres, qui avait été rassemblée en groupe et qui avait ensuite été tuée à bout portant, frappèrent contre l'écran désespérément, afin de trouver de l'aide, l'aide qu'ils puissent avoir, l'aide que je pouvais leur donner, que je pouvais leur offrir, afin qu'ils puissent trouver l'aide dont ils avaient besoin. Ils frappèrent contre l'écran, je voyais du sang apparaître, je voyais des impacts dans le coin inférieur droit et dans le coin supérieur gauche, je voyais des impacts apparaître, je voyais ces mains qui apparaissaient et qui disparaissaient, je voyais du sang apparaître, des mains glisser contre l'écran, je voyais ces cris, cette bouche grande ouverte qui hurlait des cris. Je pouvais voir le son augmenter, je pouvais les entendre crier. À travers la maison, j'entendais le son s'augmenter. Le son augmentait et j'entendais leurs cris de plus en plus fort. J'avais l'impression que seule la télé dirigeait la télé. J'avais l'impression que les esprits avaient le contrôle sur leur propre prison. J'avais l'impression que leur propre prison, ils en avaient le contrôle. Ils en avaient le contrôle des cris, du volume. Je voyais qu'ils avaient le contrôle de leur propre prison. Ils pouvaient se contrôler eux-mêmes. Je voyais que les impacts devenaient de plus en plus forts. Je voyais que la télé se fissurait. Dans le coin inférieur droit, dans le milieu de l'écran de la télévision, il y avait des impacts, des fissures, comme si on avait frappé dessus avec une batte de baseball, comme si un enfant avait frappé dessus avec un marteau, comme si la télé s'autodétruisait toute seule. Je pouvais voir des visages déformés apparaître. Je pouvais voir et distinguer des bouches et des yeux ainsi qu'un visage qui était difforme apparaître. Je pouvais voir cette bouche grande ouverte où on pouvait voir les dents de quelqu'un à travers. Frappé contre l'écran, je pouvais voir ces visages qui s'acharnaient les uns contre les autres, crier, j'apercevais les cris, j'entendais les cris, j'apercevais les bouches grandes ouvertes qui hurlaient à la mort. À la pleine lune, je pouvais apercevoir que les cris étaient de plus en plus forts, les visages étaient de plus en plus déformés, ces âmes difformes, blasphémées et profanées qui avaient été tuées dans la même pièce, qui avaient été sorties de cette maison, qui ensuite avaient été ramenées à l'intérieur et avaient été tuées à bout portant. Je pouvais les apercevoir. Avec le temps et avec les années, elles m'ont poussé au suicide. Elles m'ont poussé au suicide avec le temps et les années. Je me suis alors suicidé, mais c'est alors que plus tard, je me suis rendu compte que la mort était ma seule échappatoire à cette maison. La mort était ma seule échappatoire à cette maison. J'avais trouvé plusieurs squelettes, plusieurs morts et plusieurs défunts dans le jardin. Dans le jardin, j'y avais trouvé plusieurs défunts, plusieurs tombes, plusieurs cimetières. J'y avais trouvé plusieurs fosses où j'avais retrouvé plusieurs corps. À travers des boîtes, j'avais trouvé des squelettes, j'avais trouvé des os, j'avais trouvé des fémurs, j'avais trouvé des tibias, j'avais trouvé les os de la main, j'avais trouvé des phalanges, j'avais trouvé des crânes, j'avais trouvé plusieurs organes vitaux qui avaient pourri avec le temps et qui avaient été enfermés dans des boîtes. J'avais trouvé des organes vitaux, j'avais trouvé une femme dans une baignoire un soir. Lorsque j'étais monté, j'avais trouvé une femme dans une baignoire qui s'était lacérée les veines. Je voyais le scalpel par terre où on pouvait distinguer les gouttes qui tombaient, le sang qui flottait à la surface de l'eau, l'eau qui devenait d'un rouge intense. Je pouvais voir cette femme avec les poignets ouverts, le sang qui coulait à travers ses mains. Je pouvais apercevoir les gouttes tombées, cette femme qui avait les yeux fermés, ses cheveux noirs qui flottaient à travers le sang, qui se mélangèrent à travers l'eau. Je pouvais apercevoir cette femme qui était en train de mourir devant mes yeux dans la baignoire. Un soir, j'ai regardé le miroir lorsque j'avais vu cette femme. Et c'est alors qu'à minuit 1, j'ai regardé le miroir et j'ai vu une jeune fille ouvrir grand la bouche, me regarder avec de grands yeux, frapper contre le miroir. Je vis de même, comme la télé, le miroir se fissurer dans le coin inférieur droit, dans le coin inférieur gauche. Je vis le miroir se fissurer. Je vis le miroir se fissurer et je vis un cadre à travers le mur, je vis un cadre se former. Je vis un cadre qui tombèrent à travers le mur. À travers le mur, un cadre tombèrent et je vis une photo de famille. Et sur chaque personnage qu'il y avait sur la photo de famille, sur chaque personne qu'il y avait sur la photo de famille, je pouvais voir une mère, un père, un enfant, une sœur, un frère. Chaque personne qu'il y avait sur la photo de famille, le cadre était tombé. Je pouvais voir que chaque impact qui s'était formé était formé sur le visage de chaque personne. Cela était compréhensible car c'étaient des âmes difformes, des âmes profanées qui étaient enfermées à l'intérieur des parois de cette maison.
des âmes qui m'avaient poussé au suicide, des âmes que je pouvais croire être libérées, des âmes que je pouvais croire pouvoir libérer, mais je les ai juste poussées à bout, poussées à se suicider une nouvelle fois. Je les ai poussées à se donner la mort après la mort. Je me suis poussé à m'acharner sur ces âmes difformes qui n'avaient aucune chance de sortir de cette maison. Je me suis poussé à l'acharnement et au suicide. La fin était proche, je ne savais plus quoi faire. Ce soir-là, je me suis alors poussé à l'acharnement et au suicide. À travers cette forêt, il y avait des dépouilles enterrées, il y avait un cimetière profané, il y avait des tombes dans lesquelles j'avais trouvé des squelettes et des corps. Des âmes difformes et profanées étaient dans cette maison. À travers les murs reflétaient des secrets. À travers les fenêtres reflétaient des âmes difformes qui voulaient perpétuellement sortir et qui frappaient perpétuellement contre les vitres. Perpétuellement contre les vitres, encore et encore, je voyais ces âmes difformes à l'extérieur et à l'intérieur frapper pour rentrer, pour sortir à l'intérieur de cette maison. Elles ne savaient plus quoi penser, elles y étaient enfermées pour toujours à l'intérieur de cette propriété. Elles pouvaient en sortir, mais ne pas traverser la limite de la propriété. Elles y en étaient enfermées. À l'intérieur et à l'extérieur, je les voyais frapper dans le coin inférieur droit de la vitre, dans le coin extérieur gauche, je pouvais voir des impacts se former, comme si l'on frappait avec un marteau. Je pouvais voir que les personnes qui étaient enfermées à l'extérieur voulaient rentrer à l'intérieur, mais une fois rentrées à l'intérieur, elles étaient enfermées à l'intérieur. C'était la panique totale, je pouvais sentir leur panique, leur peur et leur angoisse. Elles étaient plongées dans l'angoisse et dans la panique. Je pouvais sentir leur angoisse, leur peur, leur rancœur et leur haine. À travers l'extérieur, je pouvais les sentir, essayer de creuser un passage à travers ce monde et notre monde. Je pouvais les sentir creuser un passage à travers la panique. Elles creusèrent un passage à travers notre monde pour pouvoir se sortir de là, mais perpétuellement elles se sortaient, elles traversaient notre monde et re-rentraient dans cette maison. Elles étaient difformes, elles étaient pétrifiées de peur, ces âmes qui ne pouvaient sortir de là. Elles étaient angoissées. Moi-même, je me suis poussé à la panique. Je me suis poussé à la panique, je me suis poussé à l'angoisse. Perpétuellement, je me suis rendu compte que je ne pouvais rien faire. Cette maison avait trop de pouvoir envers moi, envers les âmes perpétuellement en train d'essayer de sortir. Ces âmes qui étaient perpétuellement en train d'essayer de sortir. Ces âmes blasphémées et profanées, ces âmes difformes qui essayaient perpétuellement de sortir, n'avaient aucun pouvoir envers cette maison. Moi-même, je n'en avais aucun, je m'étais poussé à la panique, je m'étais poussé trop loin. C'est alors que je me suis tiré dessus. Je me suis enfermé à l'intérieur de la maison. Dans la cave, je me suis sorti de cette maison en me donnant le même sort que les âmes perpétuellement en panique à l'intérieur des murs. À l'intérieur des murs, il y avait des réponses et des secrets. Il y avait des réponses et des secrets à l'intérieur des murs. Mais ces âmes en panique perpétuelle, ces âmes blasphémées et profanées, ces âmes difformes qui n'avaient aucune chance d'y sortir, m'ont poussé à la panique et m'ont poussé au fait de me donner la mort. Me donner la mort était la seule manière de sortir de cette maison. Je savais que je n'étais pas mort, car je venais de lire l'immortel cercle d'une mort parfaite. Je venais de lire ce livre, l'immortel cercle d'une mort parfaite. C'était un livre très prenant sur un meurtre, sur les meurtres d'Amityville. Je venais de lire l'immortelle mort d'un cercle impossible. C'était un livre à plusieurs noms. On pouvait l'appeler l'immortelle mort, l'immortel cercle d'une mort infinie, l'immortel cercle d'une mort parfaite. C'était un livre à plusieurs noms. Souvent, les personnes utilisaient des noms différents que le mien. Lorsque j'avais lu l'immortelle mort d'un cercle impossible, ce livre a de multiples noms, ce livre a de multiples histoires, mais pourtant qui n'en est qu'un seul. Je venais de le lire et de le terminer. Les 367 pages que j'avais lues sur l'immortel cercle d'une mort parfaite, je venais de le terminer. Je l'avais déposé délicatement sur la table. Je l'avais déposé, il était délicatement mis sur le côté de la table, tel quelque chose que j'aurais préparé avec précision. Tel quelque chose que j'aurais préparé avec précision, il était sur le côté de la table.
Avec précision et avec précaution, je l'avais déposée. Cette table qui était encore toute vieille, avec une fissure sur le côté, une fissure sur le devant, une fissure au pied, elle était un peu bancale. Je pouvais voir que sur les côtés, chaque pied se désagrégeait. Je voyais que les murs à l'intérieur, il y avait de la pourriture sur le haut. Je pouvais voir que l'eau était en train de tomber du salon. Je pouvais voir que du salon, il y avait de l'eau qui tombait du salon. Il y avait une fuite au deuxième étage dans la salle de bain. Ce soir-là, où je suis arrivé dans la salle de bain, à travers le miroir, je me souviens que j'avais vu dans le coin inférieur droit une fissure qui descendait jusqu'en bas du miroir. Je voyais frapper cette femme avec un visage noir déformé. On ne pouvait apercevoir ses yeux. Leur visage était noir, ces âmes blasphémées, déformées, acharnées, qui avaient été littéralement tuées et martyrisées dans cette maison. Ces âmes qui avaient été martyrisées, tuées dans cette maison par des apôtres du mal. Les apôtres du mal qui avaient été martyrisés, qui avaient été tués dans cette maison et qui à leur tour en ont fait leur propre victime. À leur tour, les apôtres du mal sont ceux qui en font leur propre victime par rapport aux personnes qui y habitent. Dans cette maison, il y avait un grand salon avec une table qui était en pleine destruction. Cette table en pleine autodestruction sur laquelle j'avais déposé mon livre délicatement. Cette table que je regardais tous les soirs, sur laquelle je me disais qu'un jour elle allait rendre l'âme. Tout comme moi, je savais que je n'étais pas mort car ce soir-là, je venais de lire un livre passionnant sur les meurtres d'Amityville. L'histoire d'un cercle infini et d'une mort parfaite. Je venais de lire ce livre et de le déposer délicatement sur le bord de la table, un bord qui n'était pas encore endommagé. Je me suis alors levé du fauteuil et j'ai aperçu que derrière moi, sur la table, il y avait plusieurs personnes. J'ai aperçu plusieurs personnes, dont une femme qui regardait la tête vers le haut. Je pouvais voir ses cheveux tomber. Cette âme qui était noire, blasphémée, cet apôtre du mal que je pouvais apercevoir assis à la table, cet apôtre du mal qui était assis à la table que je pouvais apercevoir, était assise, c'était une femme. Avec des cheveux courts, on pouvait l'apercevoir. Elle était toute vêtue de noir, on pouvait croire qu'elle était faite de fumée de charbon. Elle était entièrement noire, elle était nue, c'était une femme. Elle avait les cheveux longs, courts, mi-longs. On pouvait la voir, la tête vers le haut. Son visage était déformé, on pouvait voir ses yeux sombres et sa bouche ouverte qui criait. On pouvait entendre cette femme crier de douleur. On pouvait voir sa bouche déformée, son visage apparaître à plusieurs reprises. C'est alors que je me suis déplacé dans la pièce. J'ai fait une tournante autour des plusieurs meubles qui meublaient la pièce. J'ai fait une tournante à travers toute la pièce, j'ai regardé les plusieurs meubles qui meublaient la pièce, et j'ai vu qu'à travers la pièce, il y avait plusieurs photos de famille, dont des photos de famille qui dataient déjà de l'an de Salem. Je voyais ces photos de famille qui dataient déjà de l'an de Salem. Je savais voir que ça datait de Salem, car plusieurs personnes étaient habillées en noir, avec d'anciens vêtements. Et je voyais tout autour de moi cette peinture d'une femme avec une robe noire, avec une robe blanche par-dessus et un aura transparent qui lui flottait au-dessus de la tête, couchée sur un canapé, vêtue d'une robe transparente noire, une petite nuisette qu'elle avait par-dessus elle. Je pouvais voir cette petite nuisette noire qu'elle avait par-dessus elle-même, cet aura blanc qui lui passait par-dessus. Je pouvais voir son visage se déformer, son visage déformé qui était à peu près comme la femme que j'avais vue assise à la table, cette femme que j'avais vue assise à la table, son visage déformé que je pouvais voir et apercevoir encore et encore, que je voyais sur les photos de famille, les photos de famille qui étaient au début normales que je pouvais apercevoir, qui se déformaient petit à petit. Avec les jours et les jours, je pouvais voir que ces visages et ces autres visages que je voyais sur les tableaux se déformaient. Des visages normaux avec une expression, avec un regard. Je pouvais les voir se déformer avec le temps. C'est alors que je suis monté au deuxième étage, après avoir vu que chaque visage que j'apercevais dans des cadres ou sur des tableaux se déformait et devenait de plus en plus noir et de plus en plus sombre, qu'ils criaient. Je pouvais voir qu'ils criaient à leur malheur d'avoir été tués et assassinés.
à leur malheur d'avoir été tués et assassinés dans cette maison, j'avais compris une seule chose, je n'étais pas mort. J'avais habité cette maison avec les victimes. Sans même m'en rendre compte, le soir même, je m'étais réveillé en sursaut, sachant que tout cela n'était qu'un cauchemar et que j'avais trop pris à cœur le livre que j'avais lu. Le livre que j'avais lu, l'ayant trop pris à cœur, les recherches que j'avais faites, les ayant trop pris à cœur, la maison d'Amityville ayant eu une influence sur moi-même, sachant que tout cela avait une influence sur moi-même. Le soir, assis à mon bureau, devant ma calculatrice, à côté de mon bureau, je pouvais voir qu'il y avait des flammes qui surgissaient à travers la cheminée, je pouvais voir qu'il y avait des flammes qui surgissaient. À mon bureau, regardant ma calculatrice, les calculs que j'étais en train de faire, les recherches que je faisais sur mon PC. Je pouvais voir mon PC qui était en train de littéralement faire des recherches, de trouver des réponses et des questions que je ne pouvais pas trouver à travers les murs et les parois de cette maison qui cachait de sombres secrets. J'ai alors recherché sur Internet cette maison, comment elle s'appelait, la propriété, la rivière qui passait par derrière. Cette rivière sombre à laquelle je pouvais voir que l'eau, parfois la nuit, devenait noire et obscure. Je pouvais voir qu'il n'y avait aucune vie à l'intérieur de cette rivière. C'est alors que ce tableau me fixait la nuit. Je pouvais apercevoir que quand je fixais mon PC et que je faisais des recherches sur cette maison, je pouvais voir que les plusieurs tableaux où je voyais des photos de famille, où je voyais par exemple un tableau d'une personne qui avait été peinte, un enfant, un frère, une sœur, une femme, un père ou une mère, je pouvais les apercevoir sur un tableau ou je pouvais les apercevoir à plusieurs sur un seul tableau, dans un cadre. Encadrés, je pouvais les apercevoir, mais je sentais qu'ils me fixaient. Je sentais leur regard décharné me fixer. Je sentais cette lueur, cet aura blanc qui flottait au-dessus de chaque visage pour apercevoir clairement leurs yeux et leurs bouches décharnées qui hurlaient à la mort. Je sentais leur bouche décharnée qui hurlait à la mort, je sentais cette porte qui était ouverte juste devant moi, qui grinçait. Cette porte qui grinçait lorsque je la refermais derrière moi. Je pouvais sentir qu'il y avait une présence qui m'observait, une présence inattendue qui était invisible, que je ne pouvais apercevoir. Cette présence inattendue que je ne pouvais apercevoir, ce cadre avec la jeune femme qui était recroquevillée sur elle-même, son visage noir qui m'observait, qui avait tourné sa tête vers la mienne. Je pouvais me sentir observé par tous ces visages que je voyais, tous ces portraits qui avaient été peints, qui représentaient les anciens locataires de cette maison, les anciennes personnes qui ont tous été tuées et assassinées dans la même pièce. Ayant tous eu une chambre bien avant moi, je savais que la chambre des enfants se trouvait au deuxième étage. Je savais que dans l'étable de cette maison, je savais qu'il y avait des vaches, je savais qu'il y avait des chevaux, je savais qu'il y avait plein d'animaux dans l'étable de cette maison, mais je pouvais savoir qu'ils étaient morts. Au simple regard de cette étable, je pouvais voir la pourriture, l'humidité et l'eau qui coulaient le long de la paroi. Je pouvais voir cet homme qui me regardait fixement de la fenêtre. Regardant l'étable et ne faisant pas attention, ne prêtant pas attention à sa présence, je pouvais voir et je pouvais apercevoir qu'à l'intérieur de l'étable, sachant même qu'elle était fermée, sachant même que l'eau et la pourriture qui était en train de ronger le bois de l'intérieur, les ossements de l'étable, je pouvais voir que cette étable à l'intérieur, je sentais pertinemment qu'à travers les bois pourris et la pourriture qui était en train de ronger l'intérieur de l'écorce, je pouvais savoir qu'à l'intérieur, les vaches, les animaux, les chevaux, les renards, les loups, je pouvais sentir que les chevaux, les loups, les vaches, les renards, tous les animaux sauvages qui étaient à l'intérieur protégés, je pouvais sentir qu'ils n'étaient pas si protégés que ça. Je pouvais sentir qu'ils étaient en pleine extinction. Je pouvais sentir qu'ils étaient en train de mourir. Je savais que les chevaux étaient à terre, encore éveillés, qu'ils sentaient leur douleur, qu'ils sentaient leurs organes se putrifier à l'intérieur d'eux-mêmes. Je pouvais sentir que les chevaux étaient à terre, qu'ils fermèrent les yeux, qu'ils rendèrent l'âme peu à peu. Je sentais leurs organes se putrifier à l'intérieur de moi-même. Je savais que les chevaux étaient en train de mourir et de rendre l'âme. Je pouvais sentir ça, je sentais cela. Je sentais que ce regard du cheval, malade, concrètement, était en train de rendre l'âme. Je pouvais le voir rendre l'âme, lui dire « S'il te plaît, aide-moi, viens m'aider », mais je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas aider un cheval, je ne savais pas quoi faire.
Ce soir-là, j'étais enfermé dans la maison. Je sentais que tous les tableaux qu'il y avait au mur, tous les portraits m'observaient avec un regard noir de putréfaction où je sentais la pourriture de leur âme qui était en train de se putrifier à l'intérieur d'eux-mêmes. Je voyais des mouches traverser le salon, je voyais des mouches, de plus en plus de mouches traverser le salon. Je sentais que la mort était présente à l'intérieur de ces lieux. Je voyais que de l'eau coulait de la pièce au-dessus de moi. Au-dessus de moi, je pouvais sentir du froid, je pouvais sentir un froid glacial traverser ma colonne vertébrale. Je sentais tout de même la présence de ces personnes à l'intérieur, alors qu'elles n'étaient que représentées sous la forme de portraits, des peintures anciennes qui étaient en train de moisir avec la température froide et l'humidité qui coulait du plafond. Ces peintures anciennes que je pouvais voir, il y en avait des centaines. Je pouvais voir à travers le feu et à travers les flammes qui jaillissaient dans la maison. Ces flammes qui jaillissaient à travers la maison, à travers la cheminée, je pouvais voir que dans les flammes, si j'observais attentivement et si je fixais du regard les flammes, je pouvais voir qu'à travers les flammes, il y avait dans le rouge vif et dans le jaune intense ainsi que dans le orangeâtre des flammes. Je pouvais voir que dans cette putréfaction, les flammes qui se retournaient les unes contre les autres. Je pouvais voir qu'il y avait des regards qui m'observaient. Je pouvais voir qu'à travers les flammes, il y avait des regards qui m'observaient. Je pouvais sentir ces regards et cette putréfaction d'âme qui étaient blasphémées et qui étaient renfermées les unes contre les autres. Je pouvais sentir la panique et la haine se retourner contre moi. Je sentais les regards de tous ces portraits qui se retournaient contre moi. Je sentais les regards noirs. Je sentais ces regards noirs me regarder. Et c'est alors que j'ai pris conscience que la personne qui était dehors n'était pas la personne que je pensais, n'était pas le tueur en série qui avait tué et assassiné toutes ces personnes. La personne qui avait tué toutes ces personnes était bel et bien moi. Je savais que la personne qu'il y avait dehors, c'était bel et bien moi. Car quand j'ai pris conscience que le lendemain, le chemin que j'avais fait était exactement le même chemin que cette personne avait fait durant la nuit, cette personne qui tournait autour de la maison la nuit, je voyais que c'était le même chemin que j'avais parcouru la veille. La veille, c'était le même chemin que cette personne avait parcouru. Elle avait une arme à la main, elle tenait une arme à la main, et je pouvais apercevoir son doigt sur la gâchette. Je pouvais l'apercevoir dans le noir, recharger l'arme. Je pouvais voir son arme qui était accrochée à son dos. Il parcourait les fenêtres. Tout en observant les fenêtres, il ne quittait pas les fenêtres des yeux, et il marchait le long des murs. Je pouvais le voir marcher. Avec sa main, je pouvais voir que sa main frôlait les murs, qu'il regardait attentivement le deuxième étage, tout en fixant les fenêtres. Par la fenêtre, je suis sorti, et je pouvais voir que l'homme n'était plus là. L'homme n'était plus là, mais je pouvais apercevoir qu'à travers la fenêtre, il y avait les âmes errantes à l'intérieur, qui me regardaient avec un regard noir. Je savais que moi, j'étais contrairement à eux. Je savais que moi, contrairement à eux, j'étais prisonnier de l'extérieur de la propriété. Moi, j'étais une âme prisonnier à l'extérieur de la propriété. J'étais le tueur, celui qui s'était donné la mort. Les âmes qui étaient mortes à l'intérieur de la maison, je savais que c'était les âmes qui m'en voulaient de les avoir tuées. C'est pour ça que le soir, lorsque j'étais dans le salon seul et que je sentais l'obscurité, ainsi que la pourriture, ainsi que la haine des victimes qui ont laissé leur vie dans cette maison, je pouvais sentir la putréfaction, la haine et la pourriture ronger le bois de la porte qui grinçait derrière moi lorsque je la refermais. Je pouvais sentir tout cela autour de moi, je sentais la haine des regards et des putréfactions autour de moi, je sentais les regards m'observer la nuit. Je pouvais sentir que quelque chose était près de moi lorsque je m'endormais, lorsque je fermais les yeux. Je pouvais sentir quand le soleil venait à me vaincre, je savais qu'il y avait quelque chose qui m'observait. Je savais que pertinemment, je savais que la nuit j'étais observé par quelque chose. Ces âmes errantes durant la nuit qui étaient enfermées à l'intérieur, je pouvais voir qu'elles m'observaient, qu'elles me regardaient et que concrètement elles avaient une dent contre moi. Je pouvais savoir que moi avant j'avais été poussé par une force maléfique qui me disait de les tuer. J'avais chargé, j'avais mis mon doigt sur la gâchette et les unes après les autres je les ai tous tirés de leur chambre. Je les ai emmenés dans une chambre au sous-sol et je les ai tous tirés à bout portant. Ils y ont laissé leur vie, ils y ont laissé leur âme. Aujourd'hui, je suis enfermé dans cette maison de l'extérieur. De l'extérieur, je peux voir mes victimes à l'intérieur, me regarder d'un regard noir, me perçant le cœur, telle une lance qui pouvait me traverser la colonne vertébrale.
telle une lance qui me traversait l'abdomen et qui me jonchait la colonne vertébrale. Je pouvais sentir ce froid glacial, tel un iceberg qui était en train de ronger ma moelle osseuse. Je pouvais sentir un cancer noir, comme des petites pointes, des petites aiguilles qui transperçaient ma moelle osseuse. Je pouvais sentir ma moelle osseuse être rongée par des aiguilles, par un cancer noir et par un froid glacial qui rongeait l'intérieur de mes os et ma colonne vertébrale qui était entièrement recouverte d'un froid. Je pouvais sentir leur regard me putrifier de l'intérieur. Me putrifiant de l'intérieur, je pouvais voir à travers les flammes, je pouvais voir leur regard. Lorsque je traversais la pièce, je pouvais voir que cette entière bibliothèque recouverte de livres qui parlaient d'Amityville et qui parlaient de meurtres involontaires qui avaient été commis. Je pouvais voir que ces meurtres involontaires qui avaient été commis sur la bibliothèque, je pouvais voir qu'il y avait plusieurs grands crus, plusieurs bouteilles de vin sur lesquelles ils avaient été entamés. Des bouteilles de vin qui dataient d'il y a bien longtemps. C'est alors que j'en ai pris une, je l'ai posée sur la table, et c'est en travaillant que je me suis senti observé. J'ai tourné la tête et de dehors j'ai vu cette femme, les cheveux noirs, les yeux noirs, le visage noir. J'ai senti l'obscurité de son visage m'observer. Je l'ai vu crier à tout va. J'ai senti sa haine et son désarroi. J'ai senti sa haine traverser mes os, ma colonne vertébrale. Tomber jusqu'au plus profond de mon âme, j'ai senti le feu brûler intensément à l'intérieur de mon cœur. Je me suis senti transpercé à l'intérieur de l'abdomen. C'est alors que j'ai regardé un petit cadre adossé contre un mur. Ce petit cadre adossé contre un mur que j'ai senti, que j'ai vu, que j'ai aperçu, que j'ai enfin pris, qui était adossé contre un livre qui s'appelait La Nuit. C'est alors que j'ai pris ce livre qui s'appelait La Nuit des Morts, où j'ai vu que les principaux personnages de ce livre étaient le nom des principaux morts dans cette maison. C'est alors que j'ai pris ce livre, je l'ai remis à sa place, et c'est alors que j'ai remarqué que sur le cadre, il y avait la jeune fille qui avait été épargnée vers la fin, et qui avait donc laissé son âme. Ayant été enfermée par la pourriture, par la haine et par le désarroi de cette maison, prisonnier des murs de cette maison, je pouvais voir que cette jeune fille qui avait laissé son âme, qui avait été enfermée après que ses parents, ses frères et ses sœurs soient tués juste devant ses yeux, morte de chagrin, je pouvais voir que cette jeune fille était représentée sous une forme de peinture à l'intérieur de ce petit cadre qui avait été posé sur un livre qui s'appelait La Nuit des Meurtres. Je pouvais voir que la Nuit des Meurtres représentait exactement ce qui se passait actuellement dans cette maison. Dans cette maison, actuellement, je pouvais voir que la maison d'Amityville était mon fardeau, était ma haine, était mon désarroi, était ma punition, était la punition de ce que j'avais fait. Tuer cette famille, tuer ces gens qui n'avaient rien demandé, épargner cette jeune fille qui était morte de chagrin afin d'avoir vu ses frères et sœurs, son père et sa mère, tués juste devant elle, juste devant ses yeux. À l'intérieur de ses yeux, je pouvais voir ses coups de feu se refléter. À l'intérieur de ses yeux, je pouvais voir des coups de feu se refléter. À travers les flammes, je pouvais voir son visage. À travers les portraits qui m'entouraient, à travers l'horloge et le temps qui s'écoulait devant moi, je pouvais voir son visage se refléter. Je pouvais voir son visage se refléter et sa haine qui pourrissait à l'intérieur de mon cœur. Lorsque j'étais dans les sentiers de terre grise, prisonnier de l'extérieur, c'est là où j'ai retrouvé tous les corps, dans ce sentier, dans la forêt, prisonnier par les pins, prisonnier par les arbres, les sapins et les autres buissons, prisonnier par les autres buissons, les pins, les sapins, les pépinières, prisonnier par les sentiers qui n'en finissaient pas, cette terre sèche et rugueuse, ces arbres sombres et obscurs, les pépinières, les pins, les arbres qui m'entourèrent, le vent puissant qui flottait à travers les feuilles, la brise glaciale que je sentais tout le long de ma colonne vertébrale. Prisonnier dans les sentiers, je retrouvèrent une fosse commune. Je retrouvèrent mon propre corps dans cette fosse commune. Prisonnier de l'extérieur, j'ai su que ce soir-là, quand j'irai me coucher, assis sur une chaise en face de moi, dans le bureau en haut au 2e étage, quand j'ai été me coucher, j'ai su que, à ce moment-là, au moment précis où je fermerai les yeux dans le lit, où je serai allongé et où je m'endormirai,
Mon propre corps sera assis à la chaise, tourné vers le lit, et m'attaquera. À ce moment-là, je saurai que je ne serai plus prisonnier de l'extérieur, prisonnier de l'intérieur. Je saurai qu'au moment où je fermerai les yeux, que mon propre corps assis sur cette chaise dans le bureau de la chambre m'attaquera, je saurai que je serai prisonnier de l'intérieur de cette maison, prisonnier de l'intérieur avec mes propres victimes, visages que je revois et que je vois encore et encore perpétuellement grandir à l'intérieur de mon esprit, brûler telle une flamme qui est en train de carboniser mon cœur, une lance qui transperce mon abdomen, ces sentiers perdus à travers lesquels je peux voir la perte de mes victimes. J'étais prisonnier de l'extérieur. J'étais en sécurité. J'étais en sécurité dans les sentiers, dans la forêt, entre les pépinières, les pins, les chênes, les arbres et les milliers de feuilles qui frissonnaient à travers la brise glaciale que je sentais le long de ma colonne vertébrale. Dehors, j'étais en sécurité. Mais ce soir-là où j'ai fermé les yeux dans mon lit, où mon propre corps, mon propre esprit, mon propre visage déformé, imbu de lui-même, imbu de sa personne, de ce qu'il a fait, de ses crimes, de ses victimes, imbu des victimes et de ses crimes qu'il a commis, mon propre corps, mon propre esprit déformé, mon esprit impur, déformé, blasphémé, qui a été transgressé dans l'esprit d'un démon, m'a attaqué ce soir-là. Ce soir-là, j'ai su que dans mon lit, j'étais attaqué par moi-même et prisonnier de mes propres peurs, prisonnier de mes propres actes. Je savais que je ne reviendrais plus et que j'étais prisonnier avec mes victimes, des visages que je ne cessais de voir grandir à l'intérieur de mon cœur transpercé par une lame, une lance transperçant mon abdomen et un feu qui carbonisait mon cœur. J'étais prisonnier avec mes propres victimes, mon propre jugement. Le jugement dernier avait fait de moi sa propre victime. J'étais kidnappé dans le jugement dernier, à l'intérieur des murs de cette maison. Je ne savais en sortir, je ne savais comment en sortir. Je ne pouvais revoir et que voir encore et encore les visages de mes victimes. Je voyais les visages de mes victimes encore et encore. Je ne pouvais que me répéter. Ce soir-là, je me suis fait attaquer par moi-même. Le jugement dernier a eu raison de moi. Tel le jugement dernier, cette maison est restée intacte. Pendant plusieurs centaines de millions d'années, j'ai frappé à travers les portes, à travers les murs, à travers les parois de cette maison. Pendant plusieurs centaines de millions d'années, cette porte, cette fenêtre, ces parois, ces murs contre lesquels je frappais sont restés intacts. Aucun impact, aucune fissure, aucune lacération. Les murs, les fenêtres et les portes sont tous restés intacts. Pendant plusieurs centaines de millions d'années, cette force obscène, absurde, imbue d'elle-même, a volé et a tourné autour des terres de cette propriété. Cette force obscène, surnaturelle et maléfique, plus que malveillante, a volé et a tourné autour des terres de cette propriété. Cette maison aux murs blancs qui était en train de se désagréger. Cette maison aux murs blancs qui était en train de se désagréger. Les murs blancs qui devenaient gris, ces murs blancs qui devenaient gris avec le temps. Le bord de chaque fenêtre, le bord de chaque porte, le bord de chaque lumière à l'intérieur, le bord de chaque fenêtre, le bord de chaque porte, le bord de chaque fenêtre qu'on pouvait voir de l'extérieur, renfermait de la pourriture qui était en train de ronger cette maison jusqu'à l'intérieur de la dernière brique. Jusqu'à l'intérieur de la dernière brique, on pouvait apercevoir que chaque fenêtre, chaque porte, chaque rempart, chaque mur, chaque brique, chaque rempart de terre, chaque parpaing de terre, chaque endroit sur cette propriété était rongé par la culpabilité, de la douleur, de la haine, du suicide et de la mort. On pouvait voir que le suicide, la mort, la haine et la douleur étaient dans chaque rempart et dans chaque parpaing de terre qu'on pouvait apercevoir. Cette propriété était rongée par une force obscène. Je me suis abstenu pendant un certain temps d'essayer de rentrer dans cette maison.
Mais il y a eu un certain temps où j'ai frappé pendant des mois, des années et des siècles, pendant des jours, des mois, des années et des siècles. Cette force obscène m'empêchait de rentrer. J'étais prisonnier de l'extérieur autant que de l'intérieur. Je me sentais enfermé à l'intérieur, mais pour autant prisonnier de l'extérieur. Je sentais que dans les sentiers, j'arrivais dans de fausses communes où je retrouvais mon corps enfermé avec ceux des victimes. J'étais la propre victime de ma propre luxure. J'étais la propre victime de ma propre luxure. Je tournais à travers les sentiers, comme dans une spirale infernale, comme dans une mort qui avait été calculée parfaitement pour que je sois dans une boucle, un cercle qui ne s'en finisse pas. J'étais prisonnier de ces sentiers, tel un cercle qui n'en finissait pas, une mort parfaite qui avait été calculée à la perfection par une force obscène qui m'avait poussé au suicide, au crime subliminal sur lequel j'ai tué 5 personnes, une mère, un père, 2 frères et sœurs, et une de leurs amies. Ces 5 personnes sont mortes de mes mains. Ces 5 personnes sont mortes il y a des siècles de mes propres mains. Je ne me souviens même pas avoir tiré ou avoir appuyé sur la gâchette. Je ne me souviens même pas avoir eu un fusil en main ou même avoir rechargé. Je ne me souviens même pas avoir rechargé ce fusil, en avoir eu un en main ou avoir tiré sur la gâchette. Je ne me souviens plus des visages des personnes. C'était sûrement pour cela que les visages étaient décharnés et imbus d'eux-mêmes, remplis de rancœur et de haine, noirs, telle l'obscurité qui entourait cette maison la nuit. On ne pouvait apercevoir que la haine, la rage et une vengeance imprévue qui arriverait sûrement d'ici les prochains siècles à travers cette maison. J'étais prisonnier de l'extérieur, parfois à l'intérieur, mais je me sentais prisonnier, prisonnier de mon propre corps.